J'étais donc à cran. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, et même si la sonde elle-même fonctionnait, risquait-on de perdre les données? L'heure fatidique est arrivée. Mais là, rien, absolument rien sur les écrans. J'avais la bouche desséchée. On aurait pu entendre une mouche voler dans la pièce. Peut-être que je me suis trompé d'heure. Ma montre est-elle bien réglée? La première minute, on ne s'est pas trop inquiété. Ensuite, la tension s'est mise à grimper. J'ai vraiment eu la vision de 17 années gaspillées. Il était arrivé quelque chose à notre sonde. Peut-être que les parachutes ne s'étaient pas déployés, qu'elle avait explosé en vol, qu'il y avait une avarie sur les émetteurs. Je nous voyais en train de fixer des écrans désespérément vides. Mais tout à coup, avec 6 minutes de retard, si je me souviens bien, il y a eu un cri. J'ai levé les yeux et j'ai vu que l'une des colonnes de données était remplie. Des données qui provenaient directement de Huygens. C'était une telle libération de voir les écrans se remplir de couleurs et d'inscriptions. On a tous poussé un grand ouf de soulagement. Les données fournissaient des informations sur plusieurs aspects de la descente, la vitesse notamment. Et puis, quelqu'un a dit, elle descend depuis 2 heures. Elle ne devrait plus être très loin de la surface. Le principal objectif du Surface Science Package était d'effectuer le plus de mesures possible une fois la sonde posée. À l'origine, on nous avait dit de tabler sur une durée de vie de seulement 3 minutes. Nos instruments étaient donc conçus pour prendre toutes les mesures dans cette très étroite fenêtre. La sonde devait passer en mode surface au bout de 151 minutes, le temps qu'il lui fallait théoriquement pour atterrir. Mais si le timing n'était pas bon, c'était la catastrophe. Des données essentielles auraient été perdues. Or, la sonde descendait beaucoup plus lentement que prévu. Et finalement, on a eu nos 3 minutes à la surface. Comme j'avais entendu que les données avaient été transmises, je suis allé voir mes collègues. Ils m'ont tout de suite réclamé une clé USB. Et j'étais là, qui a une clé USB? Trouvez-moi une. J'ai couru au labo. Les gens étaient entassés devant un seul et unique écran de PC. Et au moment où j'allais demander si les données étaient arrivées, l'écran s'est animé et on a vu que tous les détecteurs avaient fonctionné. La collecte des données avait réussi à 100%. Tout le monde était aux anges. Les gens étaient submergés d'émotions, je dois dire. Je me suis moi-même isolé dans un coin pour pleurer. Après toutes ces années, les vannes se sont ouvertes. On avait vécu tellement de choses ensemble. So we are the first visitors of Titan, and the scientific data that we are collecting now shall unveil the secrets. Concernant les données sur l'impact et la pénétration, il y avait une crête très nette au départ du signal. La sonde avait touché quelque chose de dur, une sorte de croûte à la surface. Mais la matière en dessous était bien plus molle. Huygens s'y était enfoncé sans beaucoup de résistance. Il fallait faire un graphique des différentes hypothèses que John puisse présenter aux médias lors de la conférence de presse ce soir-là.
Ça pouvait être une sorte de neige compacte ou de l'argile humide. Mais il y avait cette crête qui suggérait la présence d'une croûte. One of my team actually has suggested an alternative analogue, and this is because of the crust perhaps we see there, and that is crème brûlée. But I don't suppose that will be appearing in our papers. Les médias ont adoré. On a fait les gros titres du magazine Nature avec quelque chose du genre « L'équipe Titan savoure son dessert avec une bonne crème brûlée ». C'était une excellente analogie en termes de communication. We can report that the Surface Science package collected data for 3 hours and 37 minutes. Apart from any scientific and engineering importance of that figure, some of you might have heard that we had a sweepstake in our team for the moment of impact, and I'm slightly embarrassed to have to tell you that it was I who won the sweepstake, and the prize, which was a very old bottle of Scottish medicine, was consumed by the team at about 2:30 this morning. John a fait le parfait pari. Il ne s'est trompé que de 10 secondes sur les 2h30 de descente. Un vrai coup de génie. Ce n'était que justice. C'était le patron, l'homme grâce à qui tout ça est arrivé. Depuis que le projet a démarré, il ne s'est pas passé un jour sans que j'essaie d'imaginer à quoi ressemble la surface de Titan. Les premières images étaient assez remarquables, avec ces paysages striés de ce qui semblait être des chenaux de rivière. La théorie selon laquelle la surface de Titan est liquide s'est révélée vraie. C'était incroyable d'être les premiers à découvrir ces images, et j'étais frappé par la ressemblance avec la Terre. On aurait dit l'Arizona ou la Côte d'Azur. Un paysage familier en tout cas. On ne s'y attendait pas. Ensuite, nous avons découvert les images de l'atterrissage, le paysage autour de la sonde, avec ses amas rocheux un peu partout. Je n'arrivais pas à croire que cette sonde que l'on connaissait si bien, avec nos instruments chéris, était posée bien tranquillement, sereinement, au milieu de ce paysage. Nous avons découvert que la surface de Titan est incroyablement variée, avec certaines caractéristiques similaires à la Terre, au moins superficiellement. Nous sommes à peu près sûrs d'avoir identifié des lacs et des mers de méthane. Toutes sortes de processus géologiques modèlent la surface de Titan. Nous avons appris beaucoup de choses sur son atmosphère. Il y a une stratosphère, une troposphère, et il y a un climat. Titan a un climat. Nous avons étendu notre sphère d'influence, notre sphère de connaissance au-delà de la Terre. Nos machines ont posé un pied sur Titan. Nous avons prouvé que c'était possible. C'est une nouvelle étape des grandes explorations que les hommes ont toujours menées, qui nous définissent en tant qu'êtres humains.